Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la disparition de Jessica Small. Ça fait un petit moment que j'ai pas traité de sujet de disparition et je me disais pourquoi pas revenir de ma pause en traitant une disparition bien chiante et bien frustrante. Pose tes grosses ou tes petites fesses et bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Alors juste une petite précision avant de commencer, en racontant cette histoire je vais beaucoup parler de la soirée du 25 octobre 1997, mais la date précise de l'enlèvement c'est le 26 octobre 1997. En fait je parle du 25 octobre parce que c'est la soirée pendant laquelle les choses ont commencé à se dérouler, mais la date officielle de l'enlèvement c'est le 26 octobre puisque l'enlèvement est survenu après minuit. Voilà, maintenant on peut y aller. Ces faits se sont déroulés à Bathurst en Australie dans les années 1997. Jessica Small et sa meilleure amie Vanessa Conlon étaient alors âgées de 15 ans. Jessica Bess Small est née dans la ville de Perth. Alors qu'elle n'était âgée que de 2 ans, ses parents ont décidé de divorcer et elle a dû déménager avec sa mère, son frère et sa sœur dans la ville de Bathurst, dans un quartier qui s'appelait Fishperai. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Vanessa Conlon qui vivait dans le même quartier avec son père. En grandissant, Jessica et Vanessa ont fréquenté 2 lycées différents, mais malgré ça, elles avaient beaucoup d'amis en commun et c'est comme ça en fait qu'elles se sont rapprochées et elles ont commencé à se voir régulièrement, donc à sortir ensemble, à aller manger ensemble, à se promener en ville, elles se retrouvaient chez elles pour écouter de la musique et elles ont fini par devenir les meilleures amies du monde. Le soir du 25 octobre 1997, Jessica et Vanessa décident de faire une sortie en ville avec des amis et elles se rendent à Amuse Me, qui est un centre d'arcade situé à Russell Street, toujours dans la ville de Bathurst. Ce soir-là, elles vont danser, faire des parties de billard et Jessica va même en profiter pour boire quelques verres en l'absence de sa mère, tout en restant raisonnable. Aux environs de minuit, les 2 filles vont quitter le centre d'arcade et vont se mettre à marcher tranquillement dans la rue. À ce moment-là, une voiture, donc une Holden Commodore blanche, passe devant elles, fait demi-tour et ensuite se met à leur niveau. La voiture est conduite par un homme qui va baisser la vitre côté conducteur pour interpeller les filles. Donc il va engager la conversation en demandant aux filles comment s'est passée leur soirée, est-ce qu'elles se sont bien amusées au centre d'arcade, et Vanessa va répondre à l'homme de façon un peu à la va-vite, du style ok, ah ouais, oui, ah c'est super, genre oui je m'en fous de ce que tu racontes, viens-en au fait, qu'est-ce que tu nous veux? L'homme va finalement proposer aux 2 filles de les raccompagner. Donc elles vont accepter, Vanessa va monter sur le siège passager à côté du conducteur et Jessica va monter sur la banquette arrière. Et quelques minutes après être montées dans la voiture avec l'homme, les 2 filles vont commencer à paniquer. Et clairement, il y a de quoi. Elles se retrouvent dans une voiture avec un inconnu, au milieu de nulle part, et elle remarque en fait que l'homme a une attitude un peu bizarre et qu'il a l'air très agité, comme s'il était pas du tout à l'aise. L'homme se met à conduire très lentement, ce qui inquiète encore plus Vanessa, qui se trouve assise juste à côté de lui, et du coup Vanessa va essayer de chercher le regard de sa meilleure amie Jessica dans le rétroviseur pour essayer de voir s'il y a qu'elle qui ressent une impression bizarre dans la voiture. Et à un moment donné, l'homme va regarder à gauche, puis à droite, va arrêter la voiture, couper le moteur et détacher sa ceinture de sécurité. Il va se tourner vers Jessica qui était assise sur la banquette arrière et va lui dire « Viens ici ». Donc les filles comprennent tout de suite ce qui est en train de se passer et là Vanessa va commencer à défendre sa meilleure amie pour ne pas que l'homme la touche. Donc pour riposter, l'homme va attraper Vanessa par la gorge et va commencer à l'étrangler. Jessica, elle, va en profiter et va sortir de la voiture et se mettre à courir. Heureusement, Vanessa va réussir à se dégager de l'homme et elle aussi va réussir à sortir de la voiture et courir de toutes ses forces dans la rue. Les 2 filles vont remarquer qu'au bout de la rue se trouve une maison qui a les lumières encore allumées. Donc Vanessa va être la première à arriver devant la maison qui se situe au 88 Hereford Street et va tambouriner de toutes ses forces sur la porte d'entrée. Vicky Connors est la femme qui habite la maison vers laquelle les 2 filles se sont dirigées pour fuir l'inconnu. Et quand Vicky va ouvrir la porte, elle va constater que Vanessa était complètement effrayée et paniquée au point qu'elle avait l'air d'être à 2 doigts de tomber dans les pommes. Vanessa ne fait que crier à Vicky « Mon ami, il faut que vous m'aidiez à retrouver mon ami ». Et Vicky ne va pas vraiment comprendre la situation, elle ne va pas réaliser qu'en fait, les 2 filles se sont fait poursuivre par un inconnu. Malheureusement, Vanessa est la seule qui a réussi à atteindre la maison à temps et en fait,
Pendant leur course, l'homme a finalement réussi à rattraper Jessica et à la ramener de force dans la Commodore blanche. Et le temps que Vanessa arrive à la porte de Vicky et demande de l'aide, la voiture était déjà repartie avec Jessica à l'intérieur. La police va être contactée tout de suite après l'enlèvement et l'officier Peter McFarland va se rendre sur les lieux du drame. Donc il va essayer d'interroger Vanessa qui va tant bien que mal essayer de remettre toutes ses idées en place pour pouvoir raconter ce qui s'est passé et essayer de retrouver son ami. Ensuite, ils vont ensemble essayer de retrouver les traces de la Commodore blanche, mais sans succès. Et puis finalement, l'officier McFarland va décider de ne pas prendre le témoignage de Vanessa au sérieux et va même aller jusqu'à dire calmement que personne n'a été enlevé et que Jessica est partie de son plein gré. Et en fait, l'officier McFarland en est venu à cette conclusion puisque Jessica et Vanessa étaient des ados turbulentes. Elles avaient l'habitude de s'attirer des problèmes et étaient un peu connues des services de police. Au moment des faits, Jessica avait d'ailleurs arrêté de suivre les cours au lycée et ne vivait plus chez sa mère. En fait, elle était hébergée par des amis un peu à droite à gauche et refusait de revenir au domicile familial parce qu'elle était tout le temps en conflit avec sa mère. Du coup, vu le profil des jeunes filles, les policiers se sont dit voilà, elles sont là encore à jouer les troubles fêtes, il ne s'est rien passé, Jessica va finir par revenir et elles ont inventé toute l'histoire comme quoi un inconnu serait venu les kidnapper. Inutile de vous dire que l'enquête sur l'enlèvement de Jessica Small n'a pas été très glorieuse et d'ailleurs les enquêteurs ont fait plein d'erreurs volontaires qui ont complètement saccagé l'enquête. Et pour le coup, dans cette affaire, les enquêteurs vont avoir l'art et la manière de saboter l'enquête. Ils vont par exemple décider de ne pas prendre en compte des témoignages clés qui auraient pu permettre de retrouver la trace de Jessica ou encore de les mettre sur la piste de l'auteur de l'enlèvement de Jessica. Et en fait, ils vont tout simplement refuser d'agir pour retrouver Jessica ou même essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Robert Fitzpatrick est un témoin qui rentrait chez lui après avoir assisté au mariage de son cousin le soir où Jessica Small a été enlevée. Donc il dit qu'une Commodore blanche est passée devant chez lui vers 1h du matin et qu'il y avait à l'intérieur de cette voiture 2 personnes, donc un homme et une femme, qui semblaient vraiment très agitées. Il a alors constaté que ces 2 personnes étaient en train de se battre et il a d'abord cru à une violente dispute de couple. Ensuite, il va raconter que la voiture s'est arrêtée à environ 20 mètres de son domicile, que l'homme est sorti du véhicule, qu'il est allé dans le coffre, qu'il a saisi un objet, qu'il est retourné dans le véhicule, qu'il s'est agenouillé sur le siège et qu'ensuite il a entendu un gros boum. L'homme est ensuite repassé du côté conducteur et la voiture s'est éloignée lentement dans l'obscurité. Quelques jours après avoir vu cette scène, Robert a appris que Jessica Small avait disparu et que justement la personne qui l'avait enlevée conduisait une Commodore blanche. Il s'est alors rendu au poste de police pour partager son témoignage et faire en sorte qu'on puisse retrouver Jessica, mais à sa grande surprise, la police a refusé de prendre son témoignage. Robert a finalement décidé d'insister et il est revenu à plusieurs reprises au poste de police pour que les enquêteurs puissent enfin prendre sa déposition. Finalement, les policiers ont craqué, ont décidé de prendre la déposition de Robert, mais ils ont résumé tout son témoignage en un seul petit paragraphe de quelques lignes. Ensuite, environ 8 mois après la disparition de Jessica Small, une importante découverte va être faite par un garde forestier. Glenn Christie Johnson, donc le garde forestier, va découvrir dans la forêt de Jenolan State, qui est située à peu près 75 km de Bay Trust, des sous-vêtements de filles, une bouteille d'eau de javel vide et une couverture imbibée de sang. Ces éléments vont être retrouvés dans un endroit isolé et pas du tout repérable par les personnes qui empruntent les sentiers pour se promener en forêt. Selon Glenn, seulement une personne qui aurait une excellente connaissance de la forêt aurait pu aller cacher ces éléments à cet endroit précis. Glenn va tout de suite faire le rapprochement avec la disparition de Jessica et va aller informer la police de sa découverte. Et là, même scénario que pour Robert, la police n'était pas du tout intéressée par ces nouveaux éléments. Et d'ailleurs, les sous-vêtements et la couverture retrouvés ne vont jamais être ni analysés, ni montrés à la famille qui aurait pu reconnaître les sous-vêtements et dire si oui ou non ils auraient pu appartenir à Jessica. Et d'ailleurs, ces preuves seront plus tard détruites par la police locale. Et ce que je trouve assez gênant dans cette affaire, c'est que en temps normal, il est très rare d'avoir beaucoup de pistes et d'éléments à exploiter lors d'une disparition. Et là, clairement, tout est servi sur un plateau aux policiers, mais ils décident de tout ignorer et de ne faire aucun effort pour retrouver une trace de Jessica. La réaction des forces de l'ordre va être expliquée par le fait que Jessica et Vanessa étaient des ados
à problème et donc ils ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de mobiliser des ressources pour la retrouver, sachant qu'ils estimaient que, selon eux, elle avait fugué. Plusieurs personnes vont aussi dire que si Jessica et Vanessa venaient d'une famille moins modeste et beaucoup plus importante, la réaction des policiers aurait été bien différente et l'enquête aurait déjà été résolue. L'affaire va être laissée à l'abandon pendant 10 ans, jusqu'au jour où le sergent détective Peter Smith, qui travaillait à la brigade des homicides de South Wales, prenne l'affaire en main. Donc il va porter un grand intérêt à la disparition de Jessica Small et le 6 novembre 2007, il va décider de réouvrir l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé le soir du 25 octobre 1997. Selon lui, la police s'est complètement trompée et Vanessa ne mentait pas sur l'enlèvement de Jessica. Donc en fait, il estime que si Vanessa mentait, déjà son témoignage aurait changé au fil des années et là, même 10 ans plus tard, le témoignage de Vanessa reste le même. Et aussi, il se dit que si jamais les filles avaient fait un coup monté, il ne comprend pas pourquoi elles se seraient embêtées à courir en plein milieu de la nuit vers une maison et d'aller tambouriner et d'effrayer des voisins pour rien du tout. Peter va aussi remarquer que le dossier d'enquête a complètement été bâclé et que les enquêteurs n'ont suivi aucune piste. Mais sa persévérance va commencer à payer et il va retrouver un témoin qui travaillait au centre d'arcade le soir de l'enlèvement. William Ross va raconter que ce soir-là, il a eu une conversation étrange avec un homme dont la description correspond à celle faite par Vanessa. Cet homme lui aurait parlé pendant que les filles étaient en train de jouer au billard et il aurait dit, en montrant Jessica du doigt, « C'est qui cette fille? Elle a l'air de vouloir prendre du bon temps. » Pendant la conversation, l'homme lui aurait aussi dit qu'il était employé au Oberon Timber Mill, qui est une entreprise qui coupe du bois en forêt. Ce témoignage va ouvrir une nouvelle piste et les équipes de Peter vont interroger plus de 400 personnes qui étaient employées dans cette entreprise de bois au moment de l'enlèvement. Et après plusieurs mois d'enquête et d'interrogatoire, 2 noms vont finalement sortir du lot. Donc il y aura celui d'Andrew McBride et de Craig Robertson. Mais les enquêteurs vont décider de s'intéresser plus particulièrement à Andrew McBride, puisque les informations et certaines preuves nous prouvent qu'il pourrait être impliqué dans l'enlèvement de Jessica Small. Tout d'abord, on va apprendre qu'Andrew avait accès à une Commodore blanche. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle avait en fait des trous sur le sol au niveau du siège passager. Et Vanessa avait décrit ces mêmes détails sur la voiture en 1997. Aussi, Andrew aurait travaillé dans la société de bois pendant 12 mois. Seulement au mois d'octobre 1997, donc juste après l'enlèvement de Jessica, il a quitté son travail et la ville sans donner aucune explication. Il avait aussi la réputation d'avoir un comportement de prédateur avec les filles adolescente. Et la même année que l'enlèvement de Jessica, il avait proposé à 2 ados de prendre de la drogue. Donc il avait rencontré ces 2 filles en sortant avec l'une de leurs mères et il paraît même qu'il a eu des rapports sexuels avec l'une de ces filles alors qu'elle venait d'avoir 16 ans et lui en avait 37. Andrew lui dit qu'au moment de l'enlèvement de Jessica, il ne se trouvait pas dans la ville de Baytrust et qu'il a d'ailleurs des relevés bancaires qui prouvent qu'il se trouvait à Sydney au moment de l'enlèvement. Sauf que les enquêteurs vont découvrir qu'en réalité, il se trouvait à Sydney seulement le 24 octobre et qu'on n'a aucune trace de lui qui prouve qu'il ne se trouvait pas à Baytrust le soir du 25 octobre 1997. Et même si l'enquête a fait un très grand bond grâce au détective Peter Smith, il n'y a aujourd'hui pas assez de preuves pour prouver qu'Andrew McBride a bel et bien enlevé Jessica Small. Et ce que Peter Smith trouve très frustrant dans cette affaire, c'est que il n'a pas assez de preuves pour inculper Andrew McBride de l'enlèvement de Jessica Small. Mais il a trouvé suffisamment d'éléments pour comprendre qu'il est bel et bien impliqué dans ce kidnapping. Et là, je me dis qu'on aurait peut-être eu une chance d'avoir suffisamment de preuves pour inculper Andrew McBride si les éléments retrouvés dans la forêt avaient été analysés au lieu d'être détruits par la police locale. Peut-être que cette analyse aurait montré qu'Andrew n'avait rien à voir avec ça, ou peut-être même que les sous-vêtements et le sang n'appartenaient pas du tout à Jessica, mais ça, on ne le saura jamais, et moi, je peux pas m'empêcher de me dire que ça avait forcément un lien et que ces éléments n'ont pas été retrouvés au hasard. À ce jour, Jessica Small n'a jamais été retrouvée et on n'en sait pas plus sur l'enquête, donc même si on se doute
que Andrew McBride a quelque chose à voir avec tout ça. On n'est pas en mesure de vraiment prouver qui est responsable de ça. Malgré tout, il reste le suspect principal dans cette affaire. Robert Fitzpatrick, le témoin qui avait vu la Commodore blanche en rentrant du mariage de son cousin, lui vit dans le remords et le regret, puisqu'il se dit en fait qu'il a sûrement assisté aux derniers instants de Jessica et qu'il aurait pu faire quelque chose pour la sauver. Vanessa a les mêmes sentiments de remords et regrette amèrement de ne pas s'être retournée pendant sa course le soir de l'enlèvement de Jessica. En 2018, à l'occasion du 21e anniversaire de l'enlèvement de Jessica, le gouvernement a proposé une récompense d'1 million de dollars pour toute personne qui permettrait de résoudre la disparition de Jessica. C'est la fin de cette histoire. J'avoue que j'aurais aimé conclure par le fait qu'on ait retrouvé Jessica. Mais voilà, depuis 1997, il n'y a pas de nouvelles et j'ai peu d'espoir, sauf si Andrew passe aux aveux, s'il est réellement impliqué dans cette affaire. J'ai très peu d'espoir qu'on retrouve une trace de Jessica ou qu'on sache un jour ce qui s'est passé. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si selon vous Andrew est coupable ou si vous avez une hypothèse sur la disparition de Jessica, je suis preneuse. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!